Je vais commencer par vous dire un petit peu de quoi il s'agit. Après, je vous parlerai du concept de base, d'asynchronisme, la différence avec le parallélisme. Je vais parler de ce à quoi servent les mots-clés async await, heu, l'intérêt, pour les clients lourds et les applications mobiles et l'intérêt pour, ASP.NET ou les applications web. Donc après, j'expliquerai comment utiliser async await. D'abord, comment rendre une méthode asynchrone, puis comment utiliser le mot-clé await et enfin, comment rendre un traitement asynchrone. Donc après, on va voir directement du code, sous Visual Studio. Puis enfin, je terminerai par expliquer comment avoir de bonnes performances avec async await et je conclurai, cette présentation. Donc, tout d'abord, Async Await, c'est pas tout récent, c'est apparu en 2012 avec, donc le framework 4.5 et donc le C#5. Actuellement, on est en C#7. Donc c'est quelque chose qui est, indispensable, par exemple, avec, si on veut utiliser .NET Core, puisqu'il y a il y a certaines, méthodes qui n'existent qu'en asynchrone. Pas disponible du tout de manière synchrone. Alors, peut-être qu'avec les dernières versions, peut-être qu'ils ont rajouté ces méthodes-là, je ne sais pas. Heu, donc en plus, dans tous les cas, dans quasiment l'intégralité du framework .NET, des méthodes, asynchrones existent. Donc, on peut utiliser, quasiment tout le framework .NET avec ces mots-clés-là. Donc ça a l'avantage de permettre d'écrire un code qui est beaucoup plus lisible et compréhensible et également beaucoup plus facile à débugger. Alors, commençons par, expliquer la différence entre asynchronisme et parallélisme. Ce sont 2 choses qui sont assez semblables, sauf que leur objectif est différent. L'objectif de l'asynchronisme, c'est que le travail doit être effectué sur un autre thread, et non pas sur le thread courant. Là où le parallélisme, l'objectif, c'est de répartir le travail sur différents threads pour que le calcul soit plus rapide, pour que chaque thread, utilise, le maximum, du processeur. Donc, async await, son objectif de base, c'est l'asynchronisme, mais on verra qu'on peut également faire du parallélisme avec. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec async await? Donc on peut appeler des méthodes potentiellement sur un autre thread. Et pourquoi le potentiellement? Heu, Ça permet de faire un changement de contexte et de revenir au contexte précédent de manière transparente. C'est-à-dire que, on a l'impression c'est-à-dire on n'aura pas l'impression de développer un code asynchrone, mais en fait, ça va permettre de sauvegarder toutes les informations qu'on a actuellement, sur les appels, les variables et cetera et de se remettre dans ce contexte-là après l'appel asynchrone. Donc, grâce à ça, on va pouvoir développer, de manière asynchrone à peu près comme on développe de manière synchrone. On va avoir un fil d'exécution, là encore, à peu près identique, si on développait en synchrone. Tout ce qui va être gestion des exceptions, ça va être beaucoup, beaucoup plus facile que les autres méthodes, existantes. Et donc en plus, on peut gérer tout ce qui va être, des blocs normalement, qui sont limités, au traitement synchrone. Là, on va pouvoir les utiliser avec async await sur des blocs, sur des méthodes, asynchrones. Des blocs, aussi bien, des blocs, for, try catch, using, tout genre de boucle. En revanche, il y a une exception, on ne pourra pas faire de lock à l'intérieur, de on ne pourra pas faire de lock si on utilise des méthodes async await.
Donc, quel est l'intérêt pour tout ce qui va être client lourd ou application mobile? Le plus gros intérêt, ça va être de tout simplement ne pas friser l'interface. C'est-à-dire que tout traitement graphique ne peut être fait que sur le thread graphique, mais si on fait un traitement lourd, eh bien en fait, ça va utiliser si on fait un thread graphique et qu'on ne change pas pardon, si on fait un traitement et qu'on reste sur le thread graphique, le thread graphique ne pourra pas se charger pendant ce temps-là de rafraîchir l'interface. Et c'est à ce moment-là que l'interface freeze. Donc l'avantage d'avoir quelque chose d'asynchrone, c'est que le thread graphique pourra toujours répondre et, et on pourra quand même faire notre traitement sur un autre thread. Donc il faut, quand on fait un client lourd ou une application mobile, il faut toujours jongler entre le thread graphique pour tout ce qui va être traitement graphique et un autre thread pour tout ce qui va être traitement non graphique. Alors en ASP.NET et en web de manière plus générale, ce n'est pas complètement inutile, même si le concept de thread graphique n'existe pas. Mais c'est surtout on va avoir une limite au niveau du nombre de threads qu'on va pouvoir utiliser. De base, par défaut, c'est à 100 par cœur logique sur la machine. Donc, ce qui veut dire que si on a 100 requêtes qui arrivent de manière simultanée, chaque requête va devoir prendre un thread. Et tant qu'une requête n'est pas terminée, le thread n'est pas libéré. Ça veut dire que si on a une 101e requête qui arrive, elle devra attendre que l'une des requêtes de base soit terminée. Et or, si cette requête est elle-même en train d'attendre, par exemple, une réponse d'un web service tiers d'un serveur SQL, euh, eh bien, on a un thread qui n'est pas disponible, mais qui ne fait que attendre. Avec async await, on libère ce thread le temps que la méthode fasse son appel asynchrone. Et après, on va le réutiliser quand l'appel sera terminé. Alors, comment rendre une méthode asynchrone? D'abord, il y a une contrainte, c'est qu'il faut que toute la pile d'appels soit asynchrone, sinon on va pas pouvoir l'utiliser. Donc, les étapes, en gros, c'est d'abord, on ajoute le mot-clé async juste avant le type de retour de la méthode. Donc là, si on regarde en bas de l'écran, on voit, par exemple, public double get my value. Donc, avant le retour, donc avant le double, on rajoute async. Après, on a 3 types de retours possibles. On a void, task ou task d'un certain type. En C#7, il y a aussi value task, j'en parlerai plus tard. De manière générale, si on peut éviter d'utiliser void, il faut le faire. Donc généralement, si une méthode renvoie par exemple normalement un double, en asynchrone, on va donc renvoyer un task de double. Voilà, donc task en fait ça représente une méthode asynchrone qui, si elle était synchrone, serait void. Et task de t représente de manière asynchrone une méthode qui renverrait un t si elle était synchrone. Alors, attention, là, le code que j'ai à droite, il fonctionne, mais en revanche, le traitement n'est pas asynchrone. C'est-à-dire qu'il est capable, en fait, il est compatible avec du code asynchrone, mais il ne l'utilise pas encore. Donc, et là, il va falloir utiliser le mot-clé await. Donc, à quoi ça sert? Ça sert en fait à attendre la fin d'une méthode asynchrone. Alors, ça ne peut être utilisé que si la méthode qu'on souhaite attendre renvoie une task ou une task de t. Ça ne peut pas être utilisé si la méthode est void.
Si on regarde IntelliSense, il nous dit que la méthode est awaitable si on est en anglais ou pouvant être attendue si on est en français. Donc, pour pouvoir écrire le mot await dans une méthode, il faut forcément avoir le mot-clé async au niveau de la signature de la méthode. Donc, le mot-clé await, il est bloquant au niveau de la séquence de code, c'est-à-dire que la ligne en dessous ne sera pas exécutée tant que la méthode asynchrone du dessus ne sera pas terminée. En revanche, le thread courant n'est pas bloqué. C'est-à-dire que si le thread courant, c'est le thread graphique, eh bien, l'interface va pouvoir répondra toujours, ce qui n'est pas le cas avec une attente classique d'un thread, un thread.join ou un task.wait. Donc en fait, comment ça marche? C'est que il sauvegarde tout l'état, tout le contexte courant en fait. Quand il fait un await, il le sauvegarde dans un state machine. Il lance la tâche. Une fois que la tâche est terminée, il lance la tâche et libère le thread courant. Et une fois que la tâche est terminée, il va récupérer ce state machine, se remettre donc recréer le contexte à partir de state machine et récupérer le thread en question. Et il va continuer l'exécution du code. Donc, avec le mot-clé await, si on fait un await d'une méthode qui renvoie juste une task, le await ne renverra rien. Et si on fait un await sur une méthode qui renvoie une task de T, eh bien ça renverra l'objet de type T. Donc, là, on a vu comment attendre un traitement, comment rendre une méthode async, et maintenant comment rendre un traitement async. C'est très simple, c'est en 3 étapes. C'est première chose, on crée une tâche, donc soit une task de T. Après, il faut absolument la démarrer, parce que sinon vous allez attendre indéfiniment. Donc, le code vraiment basique, c'est on crée une new task qui fait quelque chose et après on la démarre. Ou le code qu'on va utiliser tout le temps, tout simplement un task.run qui revient exactement à la même chose que la ligne du dessus, mais c'est plus rapide. Et après, il faut justement attendre la task, donc en rajoutant juste un await devant. Donc, on a vu le principe, mais maintenant on va passer au code. Donc le code. Là, je vous montre le code tout simplement de si on a. Attendez, je vais d'abord lancer l'application, vous allez voir. J'ai plein de boutons. Et en fait, sur chaque bouton, j'ai une action qui est abonnée à l'événement. Et je vais faire à chaque fois ce que j'ai appelé une heavy action, qui en fait est un traitement qui demande au thread courant d'attendre pendant 3 secondes. C'est juste ça, mais ça pourrait être n'importe quel traitement lourd. Donc, si on appelle de manière synchrone le code, je vais un petit peu zoomer. Donc là, je log quelques petites choses. Ça va, vous allez voir, ça va juste écrire sur le bouton certaines informations. Et ce qui est important, c'est juste, voilà, là, j'appelle directement dans l'événement clic de mon bouton, j'appelle une action qui va prendre 3 secondes. Qu'est-ce qui va se passer si je clique sur le bouton? Eh bien, si je clique sur le bouton, mon interface, elle freeze. Et à la fin, elle répond, mais pendant tout le traitement de 3 secondes, elle a freezé. Bon, donc là, on va se dire, on va tout mettre sur un autre thread. Donc là, je fais un task.run pour lancer le traitement juste sur un autre thread. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, là, j'ai une exception, tout simplement parce que je suis en train de faire un traitement graphique.
pardon, je suis en train de faire, oui, un traitement graphique parce que je veux juste ajouter du texte, mais je suis sur un autre thread et c'est interdit. Donc, et j'ai une exception, donc ça ne marche pas. Alors, que se passe-t-il si je fais juste une action, enfin juste mon action dans un autre thread? Eh bien, là, je n'ai pas d'exception. Cependant, on voit que, il est arrivé à cette ligne-là, ligne 23, instantanément après, une fois que j'ai cliqué sur le bouton. Ce qui veut donc dire que c'est pas ce que je veux puisque le traitement n'a pas encore eu le temps de se faire. Ça dure 3 secondes. Donc, on va dire, on va attendre le traitement. Donc, toujours sur le même code, sauf qu'on attend le traitement. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas? Eh bien, l'interface freeze, comme d'habitude, comme pour le premier exemple, tout simplement parce que le thread, quand il attend, eh ben, il ne peut rien faire d'autre. Il n'est pas libéré, il était juste en train d'attendre. Donc alors, un bon moyen enfin, un ancien moyen de faire ça, de faire l'objectif, c'est-à-dire de faire un traitement de manière asynchrone, c'était d'utiliser le dispatcher. Donc, je vais directement copier-coller le code. Donc là, on lance l'affichage, on fait son action sur un autre thread, et après, on appelle donc le dispatcher pour revenir sur le thread UI et pour écrire la fin du code. Donc là, l'exemple 5, on voit que cette fois, on a enfin ce qu'on voulait. C'est ça. L'interface n'est pas frisée. Et au bout de 3 secondes, le traitement est terminé. Alors, une autre solution, c'est d'utiliser un background worker. Donc là, on a un code A. Donc, on crée le background worker, on lui dit le traitement, et on lui dit ce qu'on veut faire une fois que le traitement est terminé. Et après, on lance le background worker. Là encore, on ne bloque pas l'interface, il fait le traitement, et à la fin, il continue à faire, enfin, il donne l'information au niveau de l'interface. Donc maintenant, on est venu là pour apprendre à utiliser async await. Ce qu'on va faire. Là, on a le code simple de base, et on va vouloir le rendre asynchrone. Donc pour ça, on a dit qu'on allait faire un task.run de l'action. Cependant, on veut pouvoir le waiter, donc on va faire un await devant, mais pour pouvoir faire un await, c'est en rouge tout simplement parce qu'il manque le async. Et voilà, là on a fait notre première partie asynchrone. C'est pas plus compliqué que ça. On a ce qu'on voulait, c'est-à-dire que le traitement est fait sur un autre thread et après on revient sur le thread UI pour terminer l'affichage. Vous remarquerez que là, en revanche, contrairement au code précédent, enfin au code précédent pluriel même, où j'étais obligé de lancer en fait mon logger ici et de le disposer manuellement une fois que le code était terminé. Là, je peux directement utiliser un using et en fait, il est disposé automatiquement à la fin du using. Donc, on est comme on est en train de suivre une sorte des actions de manière synchrone, sauf que
celle-là est faite de manière asynchrone. Mais pourtant, le déroulement semble synchrone. Et c'est là le gros avantage de async await. Et pareil, si je regarde, si je fais un point d'arrêt, on va relancer exactement cette méthode-là, mais en mettant un point d'arrêt. Donc, si je fais F10, j'arrive sur cette ligne-là, puis sur cette ligne-là. Là, je continue à faire F10. J'attends 3 secondes et j'arrive à la fin de j'arrive à la ligne en dessous de mon await. Et puis je log la fin. Donc on a vraiment l'impression de développer en synchrone. On a tous les avantages du développement en synchrone, mais cette méthode est bien appelée de manière asynchrone, ce qui est extrêmement pratique avec ce code. Alors, le code suivant, l'objectif est en fait d'appeler une autre méthode d'appeler une méthode en fait asynchrone depuis depuis mon événement clic. Première chose, on va chercher à rendre. Donc, en fait, cette méthode, elle est asynchrone puisque vous voyez qu'elle elle a le mot-clé async et elle fait un await. Mais en revanche, là, si je regarde IntelliSense, il ne me dit pas qu'elle peut être attendue. Pourquoi? Ben, on avait vu ça juste avant, tout simplement parce qu'elle ne renvoie pas une task. Donc, on va lui faire envoyer une task. Et par convention, quand une méthode renvoie une task, on la renomme en l'appelant async à la fin. Donc, là, on va la renommer async aussi ici. Là, vous voyez qu'elle est soulignée en vert. On voit sur IntelliSense le waitable, donc elle peut être attendue. Mais en revanche, le message de warning nous indique que l'appel n'est pas attendu. Donc en fait, l'exécution, la suite du code serait appelée sans attendre la fin de la méthode. Donc c'est là qu'il faut utiliser un await, qui permet donc d'attendre la fin de la méthode. Mais comme on avait dit, si on veut pouvoir avoir le mot-clé await, il faut que la méthode ait le mot-clé async. En revanche, vu qu'elle ne renvoie pas une tâche, je ne change pas le nom de la méthode. Donc là, si on lance le code, voilà, donc on commence par entrer ici, puis après, on appelle cette méthode-là, qui fait ça, qui après fait son traitement long, puis qui écrit qu'on sort de cette méthode. Là, on arrive à la ligne suivante et on écrit à la fin que le traitement est terminé. Alors, le code suivant, c'est quand on va vouloir être dans un contexte synchrone. Dans des cas, il y a certains cas où on ne pourra pas être dans un contexte asynchrone, malheureusement. Et qu'est-ce qui se passe si on demande d'attendre une méthode asynchrone? Donc, déjà, je vais vous montrer le code de la méthode. Voilà, j'ai une méthode qui est asynchrone et je l'attends. Vu que je n'utilise pas le mot-clé await, cette méthode-là n'a pas besoin d'être async. En revanche, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là? Eh bien, j'ai tout simplement un deadlock. Et c'est quelque chose, il faut faire très attention avec async await. C'est-à-dire que là, le problème, c'est que il va y avoir d'une part le thread principal qui va attendre que la tâche soit terminée.
Et d'autre part, le code à l'intérieur de la tâche, il va vouloir revenir sur le thread principal. Et le problème, c'est que ce thread principal n'est pas disponible puisqu'il est en train d'attendre la tâche. On a donc un deadlock et l'application, elle plante. Voilà. Elle ne fait plus rien, elle ne répond plus. Donc pour corriger ça, un moyen très simple, c'est de lancer la méthode asynchrone sur un autre thread en faisant task.run de cette méthode asynchrone et d'attendre le résultat. Ainsi, en fait, on passe tout simplement par on passe par un troisième thread qui évite qu'on attende que deux personnes attendent le même thread. Et donc, en faisant ça, la méthode 9, là, l'interface va friser, ce qui est normal, puisqu'on est en synchrone. Même si la méthode est asynchrone, on l'a attendue de manière synchrone. Mais en revanche, on n'a pas eu de deadlock, donc au bout de une fois que le traitement était terminé, au bout de 3 secondes, on est bien revenu on a bien libéré notre thread principal. Alors, là, jusque-là, j'ai juste fait des traitements qui faisaient des actions. J'ai pas fait des traitements qui renvoyaient des valeurs. Donc, là, on a un traitement lourd qui renvoie une valeur de type int. Et on a cette méthode qui appelle ce traitement et renvoie la valeur, le résultat. Et le but, c'est d'obtenir ce résultat et de l'afficher. Mais le but, c'est de faire ça de manière asynchrone. Donc, comme d'habitude, on va dire que cette méthode est asynchrone, qu'elle renvoie une task d'int. Comme elle renvoie une task ou une task de t, on la suffixe par async. Et ce qu'on va faire, c'est que ici, on va mettre await de task.run de notre action. Il veut donc dire que cette méthode va appeler ce traitement lourd sur un autre thread, va renvoyer le résultat, on va attendre que le traitement soit terminé, on va obtenir le résultat, et on va l'enregistrer dans result, et on va renvoyer result. Donc là, vu qu'on a renommé la méthode, il faut aussi en renommer ici. La seule chose, c'est que vous voyez que là, cette méthode, elle renvoie une task int. Donc évidemment, juste comme ça ne marche pas. Il faut utiliser un await. Et là encore, comme on utilise un await, il faut être dans une méthode async. Donc là, si je lance, il fait le traitement et il renvoie la valeur qui est 42. Vous en doutez. Alors, l'exemple suivant, le but va être d'appeler deux méthodes synchrones en parallèle. Là, bon, tout d'abord, commençons juste par montrer ce que ça donne. Avec le code qu'on a juste là, on appelle la méthode A. Donc, on entre dans la méthode A, on est à l'intérieur de la méthode A, on sort de la méthode A, puis on entre dans la méthode B, on est à l'intérieur de la méthode B, et on sort de la méthode B. Exactement, ça paraît très, très logique quand on regarde le code, puisque grâce à Wait, on travaille comme si on était en séquentiel. Mais la seule chose, c'est que vu que ces traitements sont asynchrones, qui sont faits sur d'autres threads, pourquoi ne pas les faire sur deux autres threads en même temps? Eh bien,
Pour ça, il y a tout simplement une méthode statique qui s'appelle task.whenAll et qui prend un tableau de tâches. Donc, je vais lui passer mes méthodes. Une méthode renvoie des tâches. Et en faisant ça, donc, le simple appel à la méthode, il va commencer la tâche. Donc, le simple appel de méthode va commencer les deux tâches. Et en fait, le task.whenAll va attendre que toutes les tâches soient terminées avant de passer à la ligne suivante. Et là, si on relance l'exemple, on voit qu'on entre dans la méthode A et dans la méthode B. Après qu'on est au milieu de la méthode B et de la méthode A, puisque de toute façon, vu qu'on est en parallèle, on ne garantit pas laquelle arrive en premier, etc. Et après, on quitte la méthode A et on quitte la méthode B. Et voilà. Alors, l'exemple suivant, ce sera à peu près la même chose. Le but, c'est à peu près le même, sauf que le but sera d'avoir la progression. Donc, l'objectif sera donc de ici, en fait, on prépare à l'intérieur du fort, on va préparer une centaine de tâches. Et après, bon, bah là, donc on est en train d'attendre la fin de la centaine de tâches, de les lancer toutes en même temps. Et voilà. Actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il fait les 100 tâches, mais on n'a aucune notion de progression puisque il ne se passe rien à ce niveau-là. Enfin, on sait juste que à la ligne 27, on a terminé toutes les tâches, mais on n'a pas la main sur le l'avancement des tâches. Alors, comment faire? Eh bien, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir faire une boucle tant qu'il reste des tâches à exécuter. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va attendre la première tâche qui sera terminée, peu importe laquelle c'est. Donc là, on va faire task, non pas .whenAll, mais .whenAny. Donc de la liste de tâches. Et en fait, la méthode whenAny nous ramène une task de task. Le await va donc euh, faire qu'on va juste obtenir une tâche. Et donc, task, task égale. Donc en gros, ça veut dire que là, je vais avoir la première tâche qui est terminée, peu importe laquelle c'est. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette tâche de ma liste de tâches est terminée. Et puis là, je vais pouvoir, aucun problème, écrire, euh, par exemple, euh, sur, oui. Donc voilà, donc là j'écris, là on est sur le contexte du thread UI, j'écris le nombre de tâches restantes et c'est ce à chaque fois qu'une tâche est terminée. Si on lance le code, qu'est-ce que ça donne?
Et bien voilà, on a donc l'intégralité des tâches qui se sont exécutées, avec à chaque fois qu'une tâche était terminée, le message. Alors, les autres exemples, ce ne sera pas du je vous montrerai le code, mais c'est pas je ne vais pas le changer. Alors, le but va être de, montrer quelques comparaisons au niveau de moyens de faire du parallélisme. Donc voilà, là, j'ai attendez, ce que je vais faire, je vais d'abord vous montrer le code, comme ça, ce sera plus simple. Donc à chaque fois, je ferai 2 choses différentes, et avec 2 méthodes différentes. Donc la première chose, je vais faire des toutes petites tâches que je vais faire de manière, très que je vais appeler de très nombreuses fois. Ensuite, je vais faire des tâches plus longues, mais que je vais appeler un nombre de fois inférieur. Et je vais d'abord commencer en utilisant parallèle point fort et ensuite en utilisant un task.whenAll. Donc, si on compare, qu'est-ce qui se passe? On voit que quand on appelle beaucoup d'éléments qui sont assez courts, le parallèle point fort a pris 384 millisecondes, là où pour faire exactement la même chose, un task.whenAll a pris 1 seconde 2. Donc là, clairement, le parallèle point fort est largement meilleur. En revanche, si on a très peu d'actions, mais qui sont longues, là, on voit qu'on a quelque chose de beaucoup, beaucoup plus comparable au niveau des temps. Donc, voilà, ça c'est quelque chose à retenir, c'est que le parallèle point fort est très, très fort pour très rapidement créer des threads, les recycler afin de faire beaucoup, beaucoup de traitements en parallèle. Alors que le task.whenAll, à chaque fois, pour chaque tâche, il va devoir créer une nouvelle tâche, la mettre sur un thread et ce qui fait qu'en fait, le task.whenAll n'est pas du tout adapté pour faire de la très, très grosse parallélisation. En revanche, si vous avez un nombre de tâches qui est très limité et que vous voulez les paralléliser, un task.whenAll a l'avantage d'être très rapide et d'être très simple à mettre en place puisque vous avez vu que, ça se faisait en, à peu près une demi-seconde, task.whenAll de l'ensemble des tâches qu'on a, à condition que ces tâches elles-mêmes soient déjà, faites de manière asynchrone. Alors après, je vais vous parler d'une petite méthode qui s'appelle configure await. Quand on appelle une méthode avec, await, à la fin de l'appel, on se retrouve sur le même thread que ce qu'il y avait au début. C'est d'ailleurs ce qui nous a posé le deadlock sur, l'exemple précédent, quand on avait voulu, faire une attente synchrone. Cependant, on n'a pas toujours besoin d'être sur le thread appelant un await. C'est pas forcément nécessaire. Et en fait, c'est à ça que sert le mot-clé configure await, hein, ou en fait, configure await avec le paramètre false. C'est-à-dire que là, on va donc au niveau du point d'entrée, on va être à la position 1 et on va être sur le thread UI en fait, simplement puisque, là on n'est pas du tout dans un contexte asynchrone. Après, on va appeler cette méthode A, la méthode myMethod 14 async. Donc, qui va faire la même chose, qui va écrire sur quel thread on est, et qui après va dire
on va attendre la méthode suivante, mais une fois que la méthode sera terminée, je ne garantis pas qu'on revienne sur, je n'ai pas besoin qu'on revienne sur le thread sur lequel on était au départ. Et la troisième méthode, ne fait rien de particulier, et elle est en revanche, elle appelle ces lignes-là, dans un autre thread. Cependant, en affichant, en repassant sur le thread UI avec un dispatcher pour ne pas planter tout simplement. Donc, si on exécute, que se passe-t-il? Alors là, on va essayer d'avoir les 2 fenêtres l'une à côté de l'autre. Donc, le current thread 1, c'est clairement le thread UI. Donc, on commence, position 1, on est sur le thread UI. Ensuite, on arrive position 2, on est sur le thread UI, car même si cette méthode est asynchrone, ici, on n'a pas du tout on n'a pas encore créé on n'a pas fait de task.run, etc. Donc, ça, c'est fait sur le même thread. La position 2 est aussi sur le thread 1. Après, on appelle la position 3, mais toujours sur le thread UI, toujours pour la même raison. Ensuite, on arrive sur la position 4. Là, on est sur le thread 5, tout simplement puisqu'on a créé un nouveau thread. Et puis après, on attend. Puis, position 5, on est toujours sur le thread 5. On arrive sur la position 6. Donc, on est sur le même thread que la position 3. La position 3, on était sur le thread 1. La position 6, on est toujours sur le thread 1. Là, on arrive à la position 7. La position 7, en revanche, on n'a pas cherché à revenir sur le thread de la position 2, tout simplement parce qu'on a fait un configure await false. Ce qui fait donc que la position 7, on est sur encore un autre thread, un thread 6. Après, on arrive à la position 8. Comme il n'y avait pas de configure await sur cet appel-là, on est garanti de retomber sur le même thread que ce qu'on avait à la position 1, donc le thread 1. Enfin, quand si vous commencez à faire de l'asynchrone, vous allez vouloir avoir vous allez avoir des interfaces. Évidemment. Alors, quand on est au niveau des interfaces, voilà, là j'ai une interface et j'ai une méthode qui envoie une tâche. Cependant, attention, je n'ai pas marqué async. Async, en fait, c'est un mot-clé qui vous permet d'utiliser await. En revanche, async ne fait pas en soi partie de la signature de la méthode. Donc vous n'incluez pas au niveau de l'interface et au niveau par exemple aussi au niveau d'événements, du délégué, le async n'est pas nécessaire. D'ailleurs, une méthode, qu'elle soit async ou non, et ça ne change rien par rapport à son délégué. Donc là, j'ai mon interface avec 2 classes. Une classe qui a une implémentation asynchrone. Donc voilà, j'ai justement le mot-clé async qui permet d'utiliser le mot-clé await et je renvoie un task.run de mon addition. Donc il fait mon addition sur un autre thread et après il renvoie le résultat. En revanche, là, j'ai exactement la même signature de méthode et je fais mon traitement de manière 100% synchrone. Cependant, là, j'ai un warning qui me dit que la méthode n'a pas de await à l'intérieur et donc elle va être exécutée de manière synchrone.
La seule chose, c'est que, bah, au niveau de mon code, je n'ai aucune raison de mettre un await. Donc, que faire? Eh bien, au lieu de mettre un await, on va tout simplement supprimer l'async. En revanche, là, il y a évidemment un problème, puisque le retour lui a dit que c'était une tâche. Or là, on lui renvoie juste un entier. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est utiliser la méthode statique task.FromResult. Je peux préciser le type du résultat et la valeur. Bon, le type peut bien sûr être inféré, donc c'est optionnel. Et en faisant comme ça, donc là, mon traitement, il est 100% synchrone. En fait, la méthode task.FromResult va créer une tâche qui sera directement dans un état terminé avec directement cette valeur-là. Ainsi, j'ai bien implémenté mon interface et, j'ai bien fait mon traitement qui renvoie bien la valeur que j'attendais, mais je n'ai pas du tout fait de traitement asynchrone parce qu'on n'a pas toujours envie de faire un traitement asynchrone. Par exemple, là, cette méthode-là, synchrone, sera beaucoup plus rapide que la méthode asynchrone, puisqu'elle n'aura pas besoin de créer un nouveau thread, de faire le résultat, de repasser le résultat au thread courant, d'utiliser le dispatcher. Elle renverra juste le résultat. Donc, parce que en fait, ça, c'est un excellent moyen par rapport à utiliser async ici, et donc de ne pas faire un task.FromResult. Donc, ce problème-là, ça va souvent être le warning. Mais sinon, ça revient exactement au même. Donc, voilà tout pour la partie code. On va revenir sur le PowerPoint et on va parler de comment améliorer les performances quand on utilise de l'asynchrone. Tout d'abord, si le traitement est très rapide, il vaut mieux le faire en synchrone. C'est important à comprendre, c'est-à-dire que quand on veut faire une addition comme ce qu'on vient de faire, 5 plus 5, le 5 plus 5, ce sera beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapide de le faire, et donc l'interface ne friserait absolument pas, et ce serait beaucoup plus rapide que de créer un nouveau thread, de faire ce calcul, de revenir sur le dispatcher. Donc, l'asynchrone, il faut qu'il y ait un intérêt. Si le traitement n'est pas lourd, il ne faut pas faire de l'asynchrone. Alors, ensuite, s'il n'y a qu'un seul await dans une méthode et que celui-ci est à la dernière ligne, ne pas mettre de wait, ne pas mettre de mot-clé async et renvoyer directement la tâche. C'est-à-dire que le mot-clé await va directement créer un state machine, va enregistrer complètement le contexte, va appeler la méthode, et à la fin de la méthode, va revenir sur le contexte. Mais si ça n'a pas d'intérêt de créer ce contexte et de revenir dessus, puisqu'il n'y a pas par exemple, il n'y a pas de code synchrone derrière, eh bien dans ce cas, ça ne sert à rien tout simplement de mettre un await. C'est-à-dire que je vais revenir au niveau du code en fait. Là, à cet endroit-là, je fais donc, c'est exactement ce cas-là, c'est-à-dire que je fais un await et je n'ai pas de code derrière. Je n'ai pas de code à la ligne d'avant, je n'ai pas de code à la ligne d'après. Donc, pourquoi créer un state machine ici et de voir après le code se remettre sur ce contexte? Le plus simple, enlever le wait et enlever la sync. Le résultat sera exactement le même, sauf qu'on s'épargne la création d'un state machine et la rebascule sur le contexte à la fin du traitement. En revanche, si on avait par exemple un autre traitement ici,
Par exemple, si on avait ça, là, ce serait pas du tout la même chose puisque si on enlève le async, on ne pourrait plus avoir de wait. Et si la première tâche n'est pas attendue, la deuxième tâche est lancée instantanément. On n'attend pas la fin de la première tâche. Même chose si on avait du code si on avait du code après, pardon, après cet appel-là. Le code serait exécuté sans attendre la fin de la tâche. Donc, c'est uniquement si jamais on a un seul await et qui se trouve au niveau de la dernière instruction de la méthode, on peut l'enlever et dans ce cas, enlever le async. Donc, si la méthode renvoie une valeur et qu'elle a des chances d'être appelée de manière synchrone, alors là on parle en C#7. Dans ce cas, il vaut mieux utiliser une value task plutôt qu'une task. La value task, en fait, c'est un objet qui peut être en retour d'une méthode async, en plus de task de t et void, et qui, en fait, est là, donc c'est un objet qui contient une tâche et une valeur. Le gros avantage, c'est que si jamais la méthode est utilisée de manière synchrone, eh bien, on évite de créer une tâche. Même si on fait task.fromResult, on crée quand même une tâche, il y a quand même un impact au niveau du code, ça prend un petit peu de temps. Avec value task, on gagne du temps puisque ça évite de créer l'objet. Et la valeur est directement enregistrée dans l'objet value task et donc elle est directement renvoyée derrière. Le point suivant, c'est le fait de mettre en cache les tasks plutôt que leurs valeurs. À partir du moment où on fait un await, on va donc créer une tâche, exécuter la tâche et renvoyer la tâche. Si on met la tâche en cache, eh bien la tâche, elle ne sera créée qu'une seule fois. Donc si on refait un await dessus, il ne recréera pas du tout de tâche, mais on aura directement notre résultat. Alors, après, donc le dernier point, c'est s'il n'est pas nécessaire de retourner sur le contexte appelant, on utilise configure await false. C'est-à-dire que plutôt que d'avoir, si ce n'est pas nécessaire, plutôt que de rappeler obligatoirement le thread sur lequel on était avant, qui peut être disponible ou non, eh bien avec un configure await false, si le thread n'est pas disponible, on nous crée un nouveau thread et donc on gagne en temps puisqu'on n'a pas besoin d'attendre que le thread sur lequel on était avant le await soit à nouveau disponible. Donc en conclusion, je rappellerai qu'une méthode asynchrone ne garantit pas un traitement asynchrone. C'est-à-dire que pour que le traitement soit asynchrone, il faut avoir quelque part un task.run. Mais s'il n'y a pas de task.run dans la méthode, la méthode n'est pas nécessairement asynchrone. Or, pourtant, elle peut garder totalement son nom, son mot-clé async, son mot-clé await. Alors, appeler une méthode async depuis une méthode non async introduit des risques de deadlock. Comme je disais, il faut mieux, à partir du moment où où on veut utiliser de l'asynchrone, il vaut mieux l'utiliser sur toute la pile d'appels. Ça, on est toujours en asynchrone et on évite les problèmes de deadlock. Et donc, c'est redondant avec le troisième point qui utilise dans toute la pile d'appels pour garder en simplicité.